Ah, le bonheur. En voilà un sujet bien compliqué. En voilà un sujet qui est questionné depuis des siècles, mais qui reste pourtant sans réponse concrète. Parce qu'au final, on a tous nos petits problèmes dans la vie, des trucs plus ou moins importants qui nous contredisent, ce qui rend le bonheur autant difficile à trouver qu'à définir. Je veux dire, je suis prêt à parier que toi aussi, tu t'es déjà demandé ce qui nous rendait vraiment heureux. Et c'est normal parce que cette quête du bonheur, elle a été constante tout au long de l'histoire de l'humanité, mobilisant tout le monde, des philosophes grecs de l'Antiquité aux chercheurs modernes. C'est un des seuls sujets, sinon même le seul sujet, sur lequel toute l'humanité est d'accord. Tout le monde veut accéder au bonheur, et dans l'idéal, tout le monde veut que tout le monde accède au bonheur. Parce que c'est absolument pas une ressource limitée, et c'est pas parce que ton voisin est heureux que toi, tu le seras moins. La Constitution américaine elle-même pose en tant que droit inaliénable le droit de chacun à la recherche du bonheur. Ce qui nous mène à la question fatidique, qu'est-ce que le bonheur exactement ? Comment on le définit et surtout comment on l'atteint ? À travers le temps, de nombreuses théories ont émergé concernant le bonheur, en poussant certains à se tourner vers l'argent, la spiritualité, l'activité physique ou encore les plaisirs de la chair. Aujourd'hui, une conception commune s'est imposée. Le bonheur consiste à trouver un équilibre harmonieux entre qui on est à l'intérieur et son environnement extérieur. En d'autres mots, le bonheur, c'est le bien-être subjectif. C'est se sentir globalement bien et équilibré dans son environnement, quel qu'il soit. Comme en bourse, même si des fluctuations à court terme existent, c'est la tendance de fond qui importe. Et si elle est globalement haussière ou stable, alors on est face à un individu qui peut se considérer comme heureux. Dans The Happiness Hypothesis, Jonathan Haidt, l'auteur, étudie l'impact de nos processus mentaux sur notre sentiment de bonheur. Il remet en question la croyance commune selon laquelle notre esprit logique, qu'il appelle notre cavalier rationnel, est responsable de nos décisions. Il affirme au contraire que c'est notre moi intuitif et émotionnel, notre éléphant intérieur, qui va déterminer la tendance de fond. Ce résumé va te révéler pourquoi il est essentiel de comprendre le fonctionnement de ton esprit pour atteindre le bonheur. Enfin, on soulignera l'importance d'entretenir des liens sociaux sains pour notre bien-être général et on expliquera pourquoi l'acte de donner apporte plus de joie et de bienfaits pour la santé que celui de recevoir. On parlera aussi de choix de carrière, de relations amoureuses, de lieux de vie, de résilience et de toutes les choses du quotidien qui influent positivement sur notre bonheur. Enfin, je t'invite à rester jusqu'à la toute fin de ce résumé puisqu'on va y dresser le portrait robot d'une personne heureuse. Qu'est-ce que cette personne fait dans la vie ? Qui côtoie-t-elle ? Combien gagne-t-elle ? Reste bien jusqu'à la fin de cet épisode et tu obtiendras la réponse à cette épineuse question. Et garde en tête que s'il y a bien un livre que tu devrais lire en entier une fois dans ta vie, c'est celui-là. Parce qu'il est terriblement passionnant et qu'il s'est élevé au rang de mon livre préféré. Première idée du livre, l'esprit humain est une entité complexe comparable à un cavalier rationnel tentant de diriger un éléphant sauvage. Les structures cérébrales plus anciennes, responsables des instincts de base comme la faim et le désir sexuel, sont souvent difficiles à contrôler. Bien que le cavalier rationnel, utilisant le raisonnement logique, le langage et la planification, tente de diriger l'éléphant instinctif, les émotions l'emportent souvent sur la raison, démontrant l'influence plus forte de l'éléphant dans la prise de décision. C'est comme ça que certaines personnes impulsives ou émotionnelles se retrouvent à bouffer un truc qu'il ne fallait pas alors qu'elles s'étaient promis de perdre du poids, ou à coucher sans protection avec la première personne venue pour satisfaire un besoin animal ponctuel. Ceci même si elles sont en couple, voire mariées. Deuxième idée du livre, notre façon de penser est influencée par la génétique, mais elle peut être modifiée pour accroître notre bonheur. L'éléphant intérieur de notre esprit perçoit souvent les choses de manière négative, un trait de caractère enraciné dans l'instinct de survie de nos ancêtres. C'est ce qu'on appelle, tu le sais, le biais cognitif de négativité. Ce penchant inné pour la pensée négative, associé à des facteurs génétiques, peut nous prédisposer au pessimisme. Et c'est important à mentionner parce que des études ont montré que nos schémas d'activité cérébrale et notre constitution génétique influent de manière significative notre niveau de bonheur. Ceci étant, j'ai une bonne nouvelle, nous ne sommes pas complètement à la merci de notre génétique ou de nos réactions instinctives. Des techniques telles que la méditation ou le mindfulness peuvent réduire considérablement les pensées négatives et favoriser une vision plus optimiste du monde.
Aussi, les thérapies cognitives et comportementales, ou TCC, développées dans les années 60, aident à combattre et à prévenir la dépression en remplaçant les pensées négatives par des pensées positives. Dit autrement, on va reprogrammer notre cerveau en induisant des pensées optimistes qui nous permettront de nous sentir effectivement plus optimistes. Parce que le schéma classique, il veut que nos croyances et nos pensées vont influencer nos sentiments, lesquels vont à leur tour influencer nos comportements. Et si la pensée de base est une pensée négative, alors on aura toute une réaction en chaîne qui va nous faire tomber dans un cercle vicieux. Donc en effet, notre éléphant intérieur n'est pas facile à contrôler, mais ces méthodes permettent au cavalier rationnel de l'entraîner vers un état plus heureux. Autre idée du livre, la réciprocité est un instinct fondamental qui détermine nos interactions sociales. Évoluant pour la survie, notre instinct nous pousse à rendre des services comme partager des excédents de nourriture dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, afin d'améliorer les chances de survie du groupe. De cette façon, on s'assure le soutien et le respect des autres membres de la tribu qui, à leur tour, partageront leur gibier quand ils en auront en excédent. Cependant, la réciprocité peut parfois aller à l'encontre de nos propres intérêts. Par exemple, il y a cette fameuse expérience sociale qui consiste à placer deux personnes dans une même pièce, à leur donner une somme d'argent et leur dire « Voilà, vous avez cette somme à vous partager, à vous de décider qui part avec combien. Et si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, tant pis, vous repartez tous les deux avec 0 en poche. » En gros, on dit aux gens de conclure un marché potentiellement inéquitable mais avec un gain certain, ou alors de refuser purement et simplement le marché, mais dans ce cas-là, les deux parties sont perdantes et repartent bredouille. Et dans la plupart des cas, un des sujets de l'expérience finit par proposer de couper la somme en deux à parts égales, alors que ce serait plus rationnel pour lui de se battre pour sa croûte, et donc de proposer un accord inéquitable pour en obtenir plus. Mais à l'inverse, quand le premier sujet offre moins d'un quart de la somme à partager, l'autre a tendance à refuser l'offre, préférant ne rien gagner du tout plutôt que d'accepter un accord qui ne lui semble pas juste. Donc ça démontre bien l'importance de la réciprocité dans les relations humaines, parce que le raisonnement logique, ce serait d'accepter purement et simplement ce que l'autre veut bien nous offrir. Parce que dans tous les cas, tout le monde en ressort gagnant, et qu'il vaut mieux partir avec 5 € qu'avec 0. Même si l'autre en face repart avec 95, au final, on s'en fout. Le marché est pas équitable, mais on a quand même gagné un truc. En général, si quelqu'un viole ce principe de réciprocité, nous avons souvent recours aux médisances pour ternir sa réputation, protégeant ainsi l'intégrité du groupe contre quelqu'un qui ne joue pas le jeu. Ne pas admettre ses erreurs, une source de conflits importante dans les relations interpersonnelles. C'est tout naturellement que nous avons du mal à reconnaître nos failles, car il est inconfortable d'admettre sa vulnérabilité et sa faillibilité. Oui, j'ai vérifié, ce mot existe bien. Cette résistance, elle implique à la fois l'éléphant instinctif et le cavalier rationalisateur de notre esprit. Lorsque nous sommes accusés d'avoir commis une faute, notre réaction immédiate et instinctive, c'est le déni. Oui, j'ai cassé ton vase préféré, mais c'est toi aussi, quelle idée de l'avoir laissé sur la table. Oui, le chat s'est sauvé, mais c'est cette porte de merde aussi, elle ne ferme pas correctement. Ou encore, oui, je n'ai ni amis, ni travail, ni ambition, ni argent, mais c'est pas de ma faute, j'ai juste pas de chance. La partie rationnelle de notre cerveau justifie alors ce déni, ignorant les preuves contraires. Ce biais, il est source de conflit car nous avons tendance à nous considérer comme intrinsèquement bons et à négliger nos erreurs. Quand c'est les autres qui fautent, ils sont pleinement coupables, mais quand c'est nous, on a des circonstances atténuantes. Il est toutefois possible de briser ce cycle de culpabilité, tout simplement en reconnaissant sincèrement nos propres erreurs et en essayant de réduire l'influence de nos biais cognitifs. De cette façon, on fait fonctionner la réciprocité dans l'autre sens et ça poussera les autres à adopter la même dynamique, ce qui va créer un cercle vertueux et, à terme, des relations plus saines. Si nos schémas de pensée peuvent effectivement influencer notre niveau de bonheur, les facteurs externes ont aussi un rôle à jouer. Le fait est que les gens s'adaptent aux circonstances, ce qui fait que, à terme, les événements extérieurs n'ont pas une grande influence sur notre bonheur ou sur notre malheur. L'idée, ça n'est pas de dire que le monde extérieur et les événements de la vie n'ont pas d'impact sur notre bien-être subjectif, mais simplement que ça n'est pas durable. Par exemple, des études montrent que les gagnants de loterie et les personnes ayant subi un traumatisme majeur finissent par retrouver leur niveau de bonheur initial. Sur le coup, les niveaux de bien-être de l'un et l'autre s'en trouvent fortement influencés à la hausse ou à la baisse, mais dans l'idée, le cerveau a un niveau de bonheur standard et il va finir par normaliser l'événement. Ainsi, au bout d'un an, la personne qui a gagné au loto et celle qui a subi un grave accident auront un niveau de bonheur équivalent.
Ceci étant, certaines conditions externes sont essentielles à notre bien-être, et le cerveau ne peut tout simplement pas revenir à l'équilibre si ces conditions-là ne sont pas remplies. C'est par exemple le cas des relations sociales. Les liens sociaux sont essentiels au bonheur. Les êtres humains sont par nature des êtres sociaux, des animaux sociaux, et la qualité et la quantité des relations influencent de manière significative notre niveau de bonheur. Les personnes ayant des liens sociaux forts ou vivant un mariage épanoui se déclarent généralement plus heureuses. Et quand je parle de relations, je parle bien de relations solides et ou durables. Ainsi, l'auteur donne l'exemple du stéréotype qu'on peut avoir sur le bonheur de nos jours, à savoir celui d'un homme plutôt jeune, sportif et beau gosse qui vit dans une grosse ville en Californie, qui a un boulot qui lui rapporte beaucoup d'argent et qui a beaucoup de succès avec les filles. Et il dit qu'en fait, ce type-là aura un niveau de bien-être subjectif bien plus faible qu'une personne casée qui vit à la campagne dans un climat plutôt pluvieux et qui gagne bien moins sa vie. Parce qu'en moyenne, les personnes mariées sont beaucoup plus heureuses que les célibataires. Parce que les gens sont plus heureux à la campagne, au contact de la nature, et que quelqu'un qui n'a pas tout misé sur sa carrière a en général un meilleur rapport vie pro-vie perso, et donc une meilleure santé mentale. Et si l'argent fait le bonheur, c'est vrai, mais seulement jusqu'à un certain seuil. Et si vraiment on devait traiter de cette question de l'argent, la seconde personne a potentiellement un meilleur pouvoir d'achat que la première, parce que les personnes mariées sont moins taxées, parce que ces dépenses sont partagées au sein du couple, et parce que la vie à la campagne aussi ça coûte moins cher. À côté de ça, le fait de s'engager dans des activités qui correspondent à nos points forts apporte un bonheur durable. Faire ce que l'on sait faire, en particulier les tâches que l'on aime faire, ça conduit à une satisfaction durable. Alors ça peut paraître con à dire, mais en fait pas tant que ça. Si tu regardes bien, notre société n'incite pas du tout les gens à faire ça, et ce, dès l'école. À un enfant qui n'est pas bon en maths, on va lui dire de bosser davantage sur ses calculs, alors qu'en réalité ce qui l'intéresse c'est plutôt l'histoire et la littérature. On va lui rappeler qu'il a un point faible, et on va lui faire perdre son temps à bosser sur des trucs qu'il mettra longtemps à assimiler, et qu'il ne retiendra même pas sur la durée, parce qu'il n'est pas bon là-dedans, et qu'il n'aime pas ça. Pareil pour les choix de carrière. Combien de parents rient au nez de leurs enfants quand ils annoncent qu'ils voudraient faire un métier artistique ou artisanal parce que ça n'est pas un vrai métier, que ça ne rapporte pas une paye digne de ce nom, ou encore qu'il ferait mieux de faire une fac de droit comme son grand frère. Faire des trucs qui nous font vibrer, ça nous rend meilleurs, plus heureux, plus sûrs de nous, ça nous met dans un environnement où on se sent compétent, c'est le fameux effet Pygmalion. Par exemple, une personne dotée de solides compétences interpersonnelles trouvera une joie durable dans une carrière dans les relations publiques, car ça correspond à ses aptitudes naturelles et à ses centres d'intérêt. Ces éléments, le lien social et l'adéquation entre les activités et les forces personnelles, sont des composantes clés d'une vie heureuse. L'amour, une émotion fondamentale et essentielle à notre existence. L'attachement à l'autre est un élément fondamental de notre existence. L'attachement aux parents pendant l'enfance favorise le sentiment de sécurité et les aptitudes sociales qu'on ressentira au cours de notre développement, puis à l'âge adulte. La première relation à l'autre, c'est celle qu'on a avec nos parents. Et si cette relation est insécure, la vie en général risque d'être plus compliquée pour nous que pour les autres. Ainsi, des études menées sur des singes ont démontré que les singes élevés sans leur mère manquaient d'aptitudes sociales. L'ensemble des relations que le petit singe va développer sera basé sur un attachement insécure. Et c'est pareil pour les humains. Cet amour précoce qu'on a pour nos parents, il va refléter l'amour romantique qu'on ressentira à l'âge adulte. C'est pour ça que les personnes délaissées ou maltraitées par leurs parents développent souvent des relations malsaines. Elles tomberont ainsi plus facilement sur des personnes toxiques, pas faites pour elles, qui profiteront d'elles, ou alors au contraire sur des personnes très bien, mais même dans ce cas, l'attachement ne sera pas sain. On aura chez ces gens-là un plus gros risque de dépendance affective ou de peur de l'abandon. Ou alors, ça ne dure pas très longtemps. Et pour cause, l'amour passionnel qu'on ressent au début d'une relation s'apparente à l'euphorie qu'on ressent quand on prend certaines drogues. Il est éphémère et s'estompe généralement en l'espace de 6 mois. C'est au-delà de ce délai qu'on passe au stade de l'amour véritable, qui est une forme d'affection plus profonde et plus durable, qui cette fois va s'apparenter aux sentiments que nous éprouvions pour nos parents. Il est essentiel de comprendre le passage normal de la passion à l'amour véritable. Nombreux sont ceux qui considèrent à tort que la disparition de l'amour passionnel marque l'échec d'une relation, alors qu'il s'agit en réalité d'une progression naturelle et encore une fois de tout à fait normale. D'ailleurs, et en référence à ce qu'on disait avant, c'est uniquement dans ce type de relation qu'on peut construire quelque chose de durable et d'épanouissant.
Sans entrer dans des débats idéologiques sur le body count ou ce genre de choses, l'idée c'est juste de dire que multiplier les relations légères et ou peu durables, c'est en quelque sorte aller à l'encontre de la nature humaine qui est quand même basée sur la construction de relations stables et sur la procréation. L'adversité comme chemin vers le bonheur. L'adversité, le fait de combattre les difficultés de la vie, et aussi paradoxal que ça puisse paraître, conduit à l'épanouissement personnel et au bonheur. Les gens sortent souvent plus forts et plus confiants de défis tels que la perte d'un emploi, une rupture difficile ou la survenance d'une maladie. De telles expériences peuvent améliorer nos relations avec les autres et nous forcer à réévaluer notre image de nous-mêmes. Ceci étant, l'impact des traumatismes varie en fonction de l'âge. Alors que les adolescents et les jeunes adultes peuvent bénéficier de manière significative de l'adversité, les enfants et les adultes plus âgés peuvent éprouver davantage de difficultés. Parce que quand on est jeune, on n'a pas vraiment les outils, pas vraiment les armes pour combattre les difficultés, et quand on est plus âgé, on a moins envie, on a moins d'énergie pour les combattre, puisque plus on vieillit, plus on préfère notre tranquillité. Mais dans l'idée, les défis rencontrés au début de l'âge adulte permettent de se créer une identité et une image de soi forte, ce qui contribue au bonheur à long terme. Donc si tu as entre 20 et 30 ans et que tu as du mal à construire une vie heureuse pour des raisons sentimentales, professionnelles ou pour des raisons de santé, en fait c'est plutôt une chance parce que tu auras toute l'énergie et la résilience nécessaires pour transformer ça en force. La puissance de l'altruisme et de la vertu. Dans nos sociétés occidentales contemporaines, les valeurs morales sont souvent enseignées ou théorisées plutôt que réellement mises en pratique. Or, pour intérioriser ces valeurs-là, il faut les mettre en application. La pratique de l'altruisme ne profite pas seulement à la communauté, mais accroît également le bonheur individuel. Le fait de s'engager dans des activités altruistes, de donner son temps et son argent à une asso, de passer du temps à rendre service à des copains ou à prendre soin de son animal sans attendre de contrepartie, non seulement ça crée un bénéfice pour la société, mais en plus de ça, ça augmente notre bien-être subjectif. Puisque nous sommes des animaux sociaux, faire preuve de générosité et de bienveillance va nous aider à nous sentir utiles socialement et donc membres du groupe. Et en général, la vie nous le rend bien parce qu'encore une fois, nos relations sont basées sur la réciprocité. Si tu aides un pote à son déménagement, il y a plus de chances pour qu'il soit là au tien. Ou encore, si tu laisses toujours de bons pourboires quand tu vas au resto, il y a des chances pour que le patron t'ait à la bonne et qu'il t'offre une bouteille de vin à l'occasion. Simplement, et j'insiste là-dessus, il ne faut pas faire tout ça en attendant une contrepartie. Sinon, ça s'appelle pas de l'altruisme, ça s'appelle du business. Pour en revenir à la question des relations sociales et amoureuses dont on parlait plus haut, il faut aussi dire qu'une personne généreuse, altruiste et avec des valeurs sera indéniablement plus attirante. Pour l'anecdote, j'ai un de mes meilleurs amis qui est président d'une association d'histoire locale, et dans ce contexte, il dirige carrément un musée dans lequel il passe la plupart de ses week-ends. Sans compter toute l'énergie qu'il a dû investir quand le musée était encore en travaux. Tout ceci gratuitement au prix de son temps libre et du jugement de certaines personnes qui ne comprennent pas un tel engagement. Pour autant, ça lui permet de rencontrer plein de gens, y compris des personnalités politiques qui viennent parfois inaugurer les nouvelles expositions qui s'y trouvent. Cette expérience lui a permis de nouer des amitiés solides, dont une avec l'un de mes collègues qui, je l'ignorais, est aussi un féru d'histoire. Enfin, c'est quelqu'un qui n'avait pas trop de chance en amour. Mais la belle énergie et le leadership dont il a fait preuve ont fini par payer, puisqu'il est aujourd'hui en couple avec l'une des membres de l'asso, une fille hyper jolie, habitée par la même flamme que lui et avec qui il partage une passion. Vie humaine et expérience divine. Quelle que soit leur appartenance religieuse, les êtres humains ont un sens inné du divin et classent les choses sur une échelle de sainteté. L'émerveillement, qu'il soit suscité par des pratiques religieuses ou des expériences laïques, nous relie à quelque chose de plus grand que nous, ce qui accroît notre bonheur. L'esprit pratique de la société occidentale moderne laisse souvent peu de chance, peu de place à la spiritualité, ce qui crée un sentiment de manque de sens dans la vie de certaines personnes. Si je ne fais pas ce que je fais pour quelque chose de plus grand, alors pourquoi je le fais ? Si je suis auto-centré, alors c'est qu'il n'y a rien de plus grand que moi et que je n'ai plus rien devant quoi m'émerveiller. Les moments d'émerveillement, qu'ils soient liés à la nature, à l'art ou à des activités associatives, peuvent répondre à ce besoin humain profond de divinité. Ce sont les croyances qu'on a, qu'elles soient philosophiques, politiques ou religieuses, qui font notre personnalité et qui nous animent. De manière générale, le fait d'être drivé par quelque chose de plus fort que soi, ça donne du sens à nos vies. Trouver un sens à nos vies au travers de nos relations et de notre travail.
Le bonheur et le sens de la vie découlent de l'établissement d'une bonne relation non seulement avec les autres, mais aussi avec notre travail. Il est essentiel de trouver un équilibre entre l'obligation de bosser pour gagner sa croûte et l'accomplissement de ses désirs personnels. Un travail qui a du sens doit correspondre à nos valeurs et à nos croyances perso. Par exemple, les concierges d'hôpitaux qui considèrent que leur travail contribue aux soins des patients se sentent plus épanouis que ceux qui considèrent ça comme un travail subalterne ou alimentaire. C'est un peu comme cette fable dans laquelle un voyageur arrive sur le chantier d'une cathédrale. Il interpelle un ouvrier et lui demande ce qu'il fait. « Je taille des pierres », répond-il sans enthousiasme. Il avise un second ouvrier et lui pose la même question. « Je construis un mur », répond celui-ci. Enfin, il avise un troisième ouvrier et lui pose la même question. « Je bâtis une cathédrale », répond-il avec enthousiasme. Ça montre bien qu'une même tâche peut se voir attribuer un sens totalement différent selon la personnalité de chacun. Cette fable est tellement véridique que même Boris Cyrulnik, le célèbre neuropsychiatre dont je te parle souvent, en a fait une analyse dans son ouvrage « Parler d'amour au bord du gouffre ». Ainsi, il dira que « le caillou dépourvu de sens soumet le malheureux au réel, à l'immédiat qui ne donne rien d'autre à comprendre que le poids du maillet et la souffrance du coup. Alors que celui qui a une cathédrale dans la tête transfigure le caillou. Il éprouve un sentiment d'élévation et de beauté que provoque l'image de la cathédrale dont il est déjà fier. » Pour terminer et pour synthétiser ce résumé qui risque d'être un petit peu long, je te propose, sur la base de tout ce qu'on a dit avant, de dresser le portrait robot d'une personne heureuse. Pour les besoins de l'expérience, appelons le sujet de notre étude Alexis, parce que c'est le prénom de mon meilleur ami et que les amis, ça rend heureux. Alexis est né et habite en Finlande, le pays où on vit le plus heureux au monde. Il a grandi dans un contexte sain, avec des parents qui ont correctement subvenu à ses besoins affectifs et matériels. Il a obtenu de bons diplômes et a une vie étudiante plutôt sympathique, ce qui lui a permis de rencontrer des personnes de divers horizons avec lesquelles il est toujours ami. Aujourd'hui, Alexis a la trentaine et il exerce la profession d'océanographe. C'est-à-dire qu'à l'occasion, il parcourt un peu le globe pour analyser, étudier et photographier la faune et la flore marine. Mais la plupart du temps, c'est en Finlande qu'il travaille, soit en se rendant à l'institut pour lequel il bosse, soit en faisant du télétravail, ce qui lui assure un bon équilibre vie pro, vie perso. Ce métier, il lui permet de lier son petit côté artistique à sa grande passion pour la nature et les animaux. Ce n'est pas pour rien s'il habite un petit village côtier avec sa femme, avec qui il s'entend d'ailleurs à merveille. L'année dernière, ils ont eu le projet d'acheter et de rénover sur leur temps libre une petite maison qui contient plusieurs chambres, histoire de pouvoir accueillir leurs futurs enfants, encore un beau projet. Mais il faut dire que les hivers sont longs en Finlande, donc certes il sera un peu moins à l'extérieur, mais ça lui permet de passer plus de temps à faire du yoga, sport qui lui permet de se maintenir en forme. Le yoga, il a appris à le pratiquer à la fin de sa vingtaine, quand il a malheureusement connu un épisode dépressif. Mais c'est pas grave, il s'en est très bien remis et ça lui a permis d'apprendre la résilience et la gestion du stress. Il en est donc sorti plus fort. L'été, c'est évidemment la plongée qui le branche. À cette fin, il anime bénévolement des séances de plongée dans la mer Baltique à Helsinki, transmettant ainsi sa passion à des personnes désireuses de faire leur baptême de plongée ou de passer leur niveau 1. Enfin, Alexis est quelqu'un de très cultivé et qui s'intéresse à tout. Pour preuve, il est abonné à eBook, la chaîne de podcast où on lui résume des livres sur le dev perso et le mindset. D'ailleurs, il n'a pas oublié d'activer la cloche de notification ni de mettre un petit 5 étoiles à l'émission. Il sait que ça et les commentaires, c'est bon pour le référencement et ça fait toujours plaisir. Allez, trêve de plaisanterie. Tu sais ce qu'il te reste à faire si le résumé d'aujourd'hui t'a plu. En tout cas, j'espère que c'est le cas. Et en attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. C'était eBook. Ciao ciao.